Bienvenue à cet entretien à la télévision rwandaise. Notre invité donc à la télévision rwandaise est le professeur Vincent Duclercq. Bonsoir professeur. Bonsoir et merci de votre invitation. Vous êtes né le 26 février 1961, historien, enseignant, chercheur. Vous êtes agrégé d'histoire, vous avez soutenu une thèse de doctorat intitulée « L'usage des savoirs ». L'engagement de savants dans l'affaire Dreyfus. Votre parcours universitaire est impressionnant, mais nous n'allons pas l'évoquer aujourd'hui. Mais nous retenons qu'en 2013, déjà, vous êtes nommé inspecteur général de l'éducation nationale en France. Mais ce qui va le plus intéresser les publics rwandais, vous êtes chargé en 2016 de présider une mission d'études sur la recherche et l'enseignement des génocides et crimes des masses. Et vous avez remis votre rapport en 2018. Le 5 avril 2019, vous êtes nommé à la tête d'une commission d'historiens sur le rôle de la France, chargée d'analyser le rôle de la France durant cette période et contribuer ainsi à une meilleure contribution et une connaissance du génocide des Tutsis à partir d'une recherche d'archives. À l'occasion de la remise du rapport auprès du président Emmanuel Macron, vous avez déclaré que le problème fondamental est une mauvaise compréhension de l'administration diplomatique française qui a été incapable d'anticiper la préparation du génocide en ignorant les alertes sur la radicalisation du régime Abiyarimana. Je pense, professeur, qu'en ce moment-là, une telle déclaration a dû faire bouger le monde politique français, surtout la gauche, au pouvoir en 1994 en France, au plus fort du génocide. Qu'en pensez-vous? Alors, vous avez raison d'être précis sur voilà, à la fois mes compétences, parce que j'ai été choisi par le président de la République, effectivement, à la suite d'une série de travaux de recherche en histoire qui m'ont mené donc, à cette étude globale des génocides et des processus génocidaires. En fait, mon habilitation à diriger des recherches, qui est ma deuxième thèse, portait sur la France face au génocide des Arméniens. Et donc petit à petit, j'ai élargi avec une équipe nombreuse, puisque vous avez mentionné cette première mission. Et donc de cette première mission, il y a eu donc la décision du président de la République de me nommer à la tête d'une commission de chercheurs et d'historiens qui recevait donc un plein accès aux archives d'État, c'est-à-dire aux archives à la fois des agents diplomatiques, militaires en particulier, et aux archives politiques. Donc cette responsabilité, je dois dire que c'était donc de nous confier un mandat de recherche. Moi, j'insiste sur l'indépendance de cette commission de chercheurs et d'historiens. Nous avons travaillé en pleine indépendance. La lettre de mission du président de la République que vous avez mentionnée, donc le 5 avril 2019, était une demande de recherche en histoire et en sciences politiques sur les archives. Et ce que nous avons remis au président de la République et ainsi qu'à Paul Kagame, le président Kagame, qui a souhaité recevoir également ce rapport, je lui ai remis le 9 avril 2021, ce rapport est au fond le fruit d'un travail collectif de recherche qui donc ça a pu se déployer en toute liberté. Donc ça c'est un point important parce que les conclusions que nous élaborons à partir de ce travail sont fondées sur une base extrêmement solide, vous voyez. C'est-à-dire que les conclusions qui sont sévères, et vous l'avez mentionné, on va y revenir, reposent sur un très important travail historique collectif, à partir en particulier de l'exploitation systématique de toutes les archives qui étaient classifiées, qui étaient donc refermées pour protéger le secret de la défense nationale. Toutes ces archives étaient non communicables. Donc l'exécutif, au fond, la seule action de l'exécutif et d'abord du président de la République, mais aussi du gouvernement, des ministres, c'est de nous donner un accès exceptionnel à ces archives. Mais ce que nous avons fait, je termine sur ce point, c'est que les archives que nous avons utilisées par milliers, elles ont été ouvertes à tout public. Aujourd'hui, il y a une masse considérable,
10, 12 000, il faut qu'on fasse le compte exact, d'archives sur le sujet, les plus importantes, qui sont accessibles aux archives nationales et tout le monde peut continuer à la recherche. Donc voilà un peu résumé déjà notre méthode qui est très importante. La démarche du président de la République qui était de dire nous avons besoin de faits nouveaux, d'une connaissance historique, et sur cette base-là, comme vous le savez, il y a eu donc une action de reconnaissance de la connaissance. Oui, pour être très précis, alors d'abord, comme vous le savez bien, nous n'avons pas été les seuls à travailler. Le cabinet d'avocats américain Muse a aussi travaillé de son côté et, comme on le sait, les deux rapports ont convergé. Et finalement, la conclusion du rapport Muse rendu 3 semaines après notre rapport, nous l'endossons complètement. C'est-à-dire que oui, effectivement, la France a rendu possible un génocide prévisible parce que les autorités françaises, je crois qu'il faut vraiment insister sur le fait que, bien sûr, les autorités françaises représentent la France. Mais la France, c'est aussi des citoyens, des citoyennes, des intellectuels, des élus, des parlementaires, qui, si on leur avait dit la réalité exacte de l'engagement de la France au Rwanda, auraient dit on arrête tout de suite et on ne peut pas cautionner le régime Habyarimana. Parce que c'est ça, finalement, la grande responsabilité de la France, des autorités françaises, c'est d'avoir soutenu un régime dont on savait, par de multiples informations venant, par exemple, de l'attaché militaire, des attachés militaires français, des diplomates français, des journalistes, bien sûr, donc on savait, et je ne parle pas des rapports, comme notamment le rapport de Jean Carbonard et de la FIDH de janvier-mars 93. Donc il y avait une connaissance de ce que le régime Habyarimana faisait en matière de persécution systématique des Tutsis, de massacres répétés en 91, 92, 93, comme vous le savez. Donc un enchaînement, un processus génocidaire que les autorités françaises, dont les autorités françaises étaient informées, parce que dans les archives, vous avez toutes ces informations. Et en dépit, en fait, de ces informations extrêmement précises et très alarmantes, la France continue ce soutien inconditionnel au président Habyarimana, n'exige rien de lui, en fait. Certes, soutient les accords d'Arusha, mais abandonne les vrais négociateurs d'Arusha, c'est-à-dire l'opposition démocratique intérieure du Rwanda, considère le FPR comme un ennemi absolu, c'est-à-dire qu'au fond, la France, les autorités françaises se solidarisent avec cette guerre que le régime Habyarimana mène contre le FPR et aussi contre les Tutsis ennemis de l'intérieur, donc en s'acharnant, en considérant le FPR comme un mouvement, notamment on disait Ougando-Tutsi, associé, vous voyez, à cette image des Khmers noirs, donc d'un mouvement totalitaire, préparant un génocide. Donc là, on voit aussi comment émerge très tôt l'idée du double génocide. Donc les responsabilités de la France, elles sont là, c'est d'avoir cautionné si fortement un régime qui préparait un génocide, alors même que les informations étaient disponibles, elles étaient récurrentes, répétées, convergentes. Alors, si nous avons, et je termine sur ce point, si nous avons donc considéré que, en l'état actuel de la documentation, aucune archive n'attestait que la France avait souhaité l'extermination des Tutsis. Donc c'est pour ça qu'on a considéré, d'un point de vue historique, que la France n'était pas complice. Mais on l'a considéré d'un point de vue historique. Et vous voyez bien que les responsabilités que nous constatons, elles sont extrêmement sévères, des responsabilités lourdes et accablantes, parce qu'en cautionnant ce régime donc totalitaire et génocidaire, le régime d'Habyarimana, la France, en fait, a accéléré la mise en œuvre de ce régime, a effectivement rendu
possible à un génocide prévisible. Donc vous voyez comment est-ce que les deux rapports ont convergé et qu'aujourd'hui on dispose, je veux dire, d'un état des lieux, d'un état des responsabilités qui, en fait, bien sûr, doit être retravaillé. Donc, il faut que la connaissance se poursuive, mais il est difficile aujourd'hui, avec toutes les sources que nous avons mobilisées, avec l'analyse d'une grande équipe qui sont être chercheurs, il est difficile de contester nos conclusions basées sur une énorme recherche. Oui, professeur, mais il a fallu pour cela 30 ans pour voir une telle initiative, combien nécessaire pour faire parler les cœurs et aussi les esprits, aussi bien au Rwanda qu'en France. Cela n'a pas été trop long ou peut-être déjà trop tard? Alors, vous pointez là une situation, je veux dire, qu'il faut connaître, qu'il faut rappeler. C'est que, en fait, à l'issue du génocide, le génocide était reconnu, et reconnu en particulier par les Nations Unies. Le 8 novembre 1994, vous savez que c'est la création du TPIR qui atteste du crime de génocide, puisque le TPIR va juger pour crime de génocide. Et donc, on aurait pu imaginer qu'à ce moment-là, à partir d'août 1994, compte tenu de toute cette connaissance, y compris en France, bien sûr, et je rappelle par exemple la reconnaissance par le ministre des Affaires étrangères au nom de la France, Alain Juppé, du génocide des Tutsis. Il reconnaît le génocide le 16 mai 1994. Et donc, logiquement, on est vraiment dans une situation où eh bien, le travail de la mémoire déjà aurait pu tout de suite commencer. Et en fait, il ne va se réaliser, comme vous l'avez dit, que 30 ans après, donc à partir de 2019, à partir du 5 avril 2019, quand le président Emmanuel Macron, avec cette lettre de mission qui dit déjà des choses très importantes, décide donc de lancer une commission de chercheurs et d'historiens. Alors pourquoi effectivement ce temps perdu, absolument terrible, terrible pour les victimes, pour les rescapés, pour la vérité, pour l'humanité, eh bien parce que il y a eu en France une volonté de refuser la vérité, de combattre ceux qui l'exprimaient, c'est-à-dire eh bien, les rescapés, le régime donc issu de la victoire contre les forces armées rwandaises et le gouvernement intérimaire, et notamment le chef militaire du FPR, le président, le ministre de la Défense, Paul Kagame, le général Kagame, qui a rappelé au moment où justement la France commençait à marginaliser le Rwanda, qui était dans une situation terrible à l'issue du génocide, au fond de l'abîme, et le Rwanda qui n'est pas invité au sommet franco-africain de Biarritz. Au sommet franco-africain de Biarritz, eh bien, François Mitterrand explique que la France n'a aucune responsabilité lorsque, et je cite, des chefs locaux règlent leur compte à coups de machettes ou de baïonnettes, ce qui est absolument terrible parce que c'est un mépris pour l'Afrique, l'Afrique qui ne serait que des tribus, et puis c'est déjà, au fond, la thèse du double génocide, ou en tout cas de l'idée que ce qui s'est passé au Rwanda, ce sont des massacres interethniques, avec parfois des tribus, entre guillemets, Hutus qui massacrent des tribus Tutsis, et puis le contraire, vous voyez. Alors même qu'on sait parfaitement, le 8 novembre 1994, quand François Mitterrand prononce son discours, on sait la réalité du génocide. Et en fait, c'est la volonté tout à fait juste et légitime du gouvernement rwandais, du peuple rwandais sorti du génocide, donc leur volonté de faire prévaloir la vérité. Et la France refuse cette vérité. Doublement, c'est-à-dire que la France commence à dire
nous n'avons absolument aucune responsabilité, nous n'avons voulu que la paix et la démocratie, ce qui est faux, parce qu'un soutien au président Habyarimana, c'est pas vouloir la paix ni la démocratie. Et le deuxième point, c'est que, au fond, comme c'était compliqué quand même pour la France de vraiment réagir à ces constats, bah, au fond, peut-être que la solution, c'était simplement aussi d'en arriver à nier le génocide. Le génocide est perpétré contre les Tutsis. Et donc, on a eu pendant près de 30 ans, comme vous l'avez dit, un déni très largement officiel, parce que, mis à part donc la tentative courageuse de Nicolas Sarkozy de reconnaître, hein, il est venu à Kigali, souvenez-vous, hein, c'est courageux ce qu'il fait. Hein. Il le fait contre son administration, contre ses conseillers, sauf quelques-uns qui étaient courageux aussi, qui avaient compris. Et donc il faut attendre 2019, ou en tout cas 2018, quand les premiers rapprochements se réalisent entre Paul Kagame et Emmanuel Macron, pour enfin, effectivement, qu'on travaille la vérité, que la France, au fond, soit prête à la vérité. Alors, je dirais, juste pour finir, c'est que moi, je pense que dès 1994, la société française était prête à la vérité, prête à entendre que, eh bien, les autorités de leur pays avaient soutenu un régime qui préparait un génocide et que ça pouvait être dit. Mais c'était, bien sûr, mettre en cause la réputation, l'excellence de François Mitterrand. Et ça, c'était insupportable pour ceux avec qui il avait travaillé, hein, pour la gauche aussi, pour une grande partie des élus, des anciens ministres de gauche. Et donc, comme c'était insupportable, eh bien, un mur de silence est construit, y compris au sein de l'État. Hein, et c'est pour ça que, malheureusement, Jacques Chirac n'a pas bougé sur le sujet, le gouvernement ne l'agence pas non plus. Hein, ensuite, Nicolas Sarkozy a fait cette tentative, comme je l'ai dit. François Hollande, qui était bien conseillé, qui aurait pu agir, n'a pas agi, alors même qu'il a très bien agi sur le génocide des Arméniens. Et voilà, il a fallu enfin donc l'action déterminante, hein, du président Emmanuel Macron, avec aussi, ça il faut le souligner, disons les encouragements de Paul Kagame et du gouvernement rwandais, qui avaient conscience aussi que c'était compliqué pour un président de faire bouger au fond ce mur du silence je pense que le peuple rwandais, les autorités rwandaises ont été très patientes et ont eu une attitude très constructive aussi pour, au final, donc aboutir à cette connaissance de la vérité et cette reconnaissance de la vérité par les pouvoirs politiques. Si vous le voulez bien, nous allons revenir bientôt sur les travaux que vous avez menés aussi bien au Rwanda et que vous allez poursuivre même en France. Mais avant tout, j'aimerais que nous revenions un peu sur la banalisation depuis quelques années, la négation du génocide, aussi bien des génocides perpétrés contre les Tutsis au Rwanda. Il y a aussi l'antisémitisme qui fait un grand pas en Europe et en France. Comment vous, en tant qu'historien, percevez-vous ces mouvements d'antisémitisme en Europe? Il y a cette banalisation et la négation du génocide au Rwanda, malgré tous les efforts qui sont faits. Alors, moi, je suis très sensible à la montée et à l'affirmation de l'antisémitisme en France, parce que ça rejoint mes premiers travaux, notamment sur l'affaire Dreyfus, hein, qui est, vous savez, je veux dire, la condamnation donc à des peines infamantes d'un officier français d'origine juive, mais ça ne compte pas, hein, puisque chaque Français, à la fin du 19e siècle comme aujourd'hui, a une parfaite égalité. Hein. On ne voit pas sa religion ni son origine. Donc l'antisémitisme m'a beaucoup préoccupé. Je rappelle par ailleurs aux téléspectateurs que ça fait partie d'une thèse que vous avez défendue à propos de l'affaire Dreyfus. Voilà, tout à fait. Parce que Dreyfus était juif et que donc il a été victime d'une campagne antisémite absolument terrible. On sait que
voilà, la persécution et la stigmatisation des Tutsis au Rwanda à partir de 1959, eh ben, je veux dire, elle prend les mêmes formes hein, que l'antisémitisme européen. Il y a même, voilà, la même idée d'une volonté de contrôle par les Tutsis de toute la région des Grands Lacs, qui rappelle, je veux dire, le faux qui avait été réalisé par des antisémites russes, qui s'appelait le protocole des sages de Sion. Donc, en fait, ce qu'on observe, si vous voulez, c'est pour ça que c'est important aussi, c'est que la lutte contre la racialisation, contre l'enfermement des populations dans des catégories qui sont très largement fausses, hein, et même totalement, puisqu'on le sait bien, par exemple au Rwanda, il n'y a ni ethnie ni race, hein, c'est un peuple avec une même culture, même langue, un même territoire, très largement une même religion. Et du reste, c'est intéressant parce que les 10 commandements du Bahutu, hein, des Bahutu, donc de décembre 1990, réagissaient à une situation sociale où de plus en plus eh bien, disparaissaient ces fausses catégories Hutu, Tutsi, Twa, dont on sait que ça vient effectivement de la colonisation. Et là, la société rwandaise, dans les années 1990, 91, 92, 93, hein, ces quelques années aussi de démocratisation si difficile, évolue vers une société très moderne. Voilà. Et ça, c'est insupportable au régime Habyarimana qui a besoin de la racialisation, qui a besoin de séparer pour désigner des ennemis. L'ennemi, c'est le Tutsi, qu'il soit à l'extérieur avec le FPR ou à l'intérieur. Alors même que les Tutsis, je pense, sont en train, je veux dire, de rejeter cette racialisation qui détruit la société rwandaise dans son ensemble, hein. Et ça détruit aussi, je veux dire, les Hutus, hein, bien sûr. Donc le lien entre donc le sort réservé aux Tutsis et l'antisémitisme européen, il est très fort et ce que je vois, hein, pour répondre précisément à votre question, c'est donc ce renforcement de l'antisémitisme européen. Moi, j'ai écrit récemment sur le sujet, hein, dans un petit livre publié chez Gallimard, que j'ai appelé Premier combat, parce que pour dire, voilà, la lutte contre l'antisémitisme, c'est un combat premier, c'est un combat originel, c'est un combat pour l'humanité. Hein. Je veux dire, lorsqu'on combat contre l'antisémitisme, on combat pour le droit d'une minorité, et donc on combat pour l'humanité. Hein. C'est pas de dire on s'intéresse aux juifs et pas aux autres. Hein. Et c'est pareil pour le combat contre la haine, contre les Tutsis. Finalement, ce combat-là, et vous le savez, hein, il a été assumé par de nombreux Hutus démocrates, hein, qui avaient compris que, je veux dire, cette racialisation détruisait la société rwandaise. Et aujourd'hui, hein, tout le travail qui est mené par le gouvernement rwandais, par les fonctionnaires, par les professeurs, avec voilà, les discours importants donc développés par le président Paul Kagame, tout ça, ça vise justement à briser en fait cette racialisation qui détruit une société qui mène au génocide. Donc là, il y a un très grand travail. On doit être très inquiet devant, je veux dire, ce renforcement de l'antisémitisme en Europe, et comme on le voit dans la région des Grands Lacs, eh bien, le retour d'une haine contre les Tutsis, notamment les Tutsis congolais. Donc là, je veux dire, absolument rien ne justifie la haine contre un groupe donc enfermé dans une ethnicité fausse. Hein. Je veux dire, là, c'est absolument fondamental, et il faut partir de ce postulat-là pour lutter contre les génocides. Si on commence à dire, comme on l'entend souvent pour les Juifs d'Europe, oui, enfin, ils ont bien mérité cette persécution parce qu'ils se montraient trop voyants, par exemple, vous voyez, ils se montraient trop voyants, ils réussissaient trop bien. Je veux dire, là on cautionne, vous voyez, ces mécanismes, et je veux dire, si vous avez quelques réussites, si par exemple l'ancien ministre du Travail, Landau, a créé un restaurant, on le sait très bien, c'est parce que il lui était interdit d'enseigner, hein, à cause des quotas.
Donc, et ce restaurant est devenu un haut lieu important, je veux dire, aujourd'hui à Kigali, mais simplement c'est parce qu'ils n'avaient pas le choix, à cause, je veux dire, d'une haine qui ressemble, enfin, qui vraiment est très proche de ce qui s'est passé en Europe avec les Juifs. Et donc, voilà, je veux dire, lorsqu'on réfléchit de cette manière-là, hein, comme vous nous encouragez à le faire, on comprend que ce qui s'est passé au Rwanda est un véritable génocide et qu'il faut travailler les génocides ensemble pour mieux les comprendre, hein, d'où les projets que nous avons. Oui, professeur, parlons un peu plus de vos travaux sur le processus génocidaire, en particulier vos recherches menées avec deux chercheurs rwandais et français. Comment avez-vous pensé à conduire cette recherche sur le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda? Et puis, plus récemment, l'année dernière, savoir sources et ressources sur les génocides perpétrés contre les Tutsis. C'est la première session du colloque que vous avez mené au Rwanda. C'était en septembre de l'année dernière, avec des conférences, de tables rondes que j'ai eu le plaisir de suivre, mais aussi des présentations d'outils de connaissances. Quel bilan faites-vous de cette expérience au Rwanda, et bientôt que vous allez conduire en Europe aussi? Merci. Alors, voilà, je crois qu'il faut être précis et dire que à l'issue de notre travail de recherche aboutissant au rapport dit le rapport Duclerc, hein, qui est donc remis au président Macron le 26 mars et au président Paul Kagame le 9 avril, bon, il était prévu, hein, que voilà, les travaux s'achèvent. Et nous, on était, en tant que chercheurs, on était préoccupés et on ne souhaitait pas trop que les travaux s'achèvent, surtout ceux qui étaient prêts à continuer, hein, parmi l'équipe, parce que la recherche, elle ne s'arrête jamais, si vous voulez. La recherche, elle ne donne pas des vérités définitives, et puis voilà, on ne fait plus rien. La recherche, c'est un progrès permanent parce que on retrouve de nouvelles sources, on analyse différemment, justement, on rapproche un certain nombre de faits. Donc, le travail de la recherche ne s'arrête jamais. Et donc, nous, on était, si vous voulez, préoccupés par le fait que finalement, on allait s'arrêter. Donc, on a décidé de continuer. Ça, c'est un premier point. On a décidé de continuer aussi parce que, eh bien, nous avons fait un voyage au Rwanda. L'équipe, une grande partie de l'équipe de la commission Duclerc, hein, c'était en juin 2021. C'était donc après la remise des deux rapports. Et là, grâce en particulier au conseiller du président Paul Kagame, Mauro De Lorenzo, on a eu une très très belle rencontre avec nos collègues universitaires du Rwanda à Huye-Butare, sur le campus de l'université. Et là, vraiment, ça a été passionnant, c'était un grand moment très fort, hein, parce que voilà, on s'est dit, bon, on va essayer finalement d'inventer l'avenir et de construire l'avenir et l'avenir de la recherche, une recherche commune. Et donc nous avons décidé d'un colloque sur le génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda, considérant que voilà, l'établissement des responsabilités françaises, elles étaient faites, hein, donc maintenant il fallait aller vers cette connaissance du génocide des Tutsis, même si, comme vous l'avez bien compris, je veux dire, les autorités françaises, la communauté internationale, donc sont partie prenante, hein, de ce génocide à cause, je veux dire, de l'inaction, de l'aveuglement et vraiment, je veux dire, aussi d'une forme de mépris, hein, pour l'histoire africaine. Donc nous avons choisi de continuer en faisant ce grand colloque donc, que vous avez mentionné, qui a eu lieu donc en septembre 2022 au Rwanda, donc un colloque où là les autorités rwandaises se sont beaucoup investies, tout en laissant les chercheurs absolument travailler seuls, mais en autonomie, mais l'ouverture donc au mémorial de Gisozi le 11 septembre, avec aussi les deux vidéos des deux présidents, ensuite, je veux dire, les chercheurs qui ont travaillé pendant 9 jours, hein, puisqu'on est allé à Huye-Butare, on est revenu à Kigali, on a vu plusieurs, donc le mémorial de Gisozi, le mémorial de Murambi, donc ça a été vraiment une très grosse organisation, beaucoup de travaux, des conférences, des tables rondes, des paroles de témoins.
Donc on était très fiers en fait de ce travail qui était vraiment un travail commun, voilà, chercheurs du Rwanda, d'Afrique, chercheurs de France, d'Europe, et donc ce colloque, cette première session que vous avez suivie, puisque la télévision rwandaise, et je vous en suis très reconnaissant, donc a couvert l'événement du centre culturel francophone par une longue émission que vous avez filmée, puisqu'il y avait une série de témoignages, à la fois de rescapés, par exemple l'ambassadeur Antoine Onfray, l'ambassadeur du Rwanda, qui était un acteur en 1990-91 pour tenter, je veux dire, de dissuader la France, comme jeune diplomate, de continuer avec le régime Habyarimana. Donc, vraiment, je veux dire, un moment très fort, je crois, et humainement aussi, puisque les liens que nous avons tissés avec nos collègues rwandais sont absolument extraordinaires. Et on va tous se retrouver donc à Paris en septembre prochain, septembre 2023. La deuxième session, seconde session qui va avoir lieu à Paris, qu'on organise là actuellement avec, là je communique, je veux dire, presque tous les jours avec donc le responsable à l'université du Rwanda, Charles Moulinda Kabwete, et puis son équipe. Donc vraiment on continue, et donc pour finir, en plus, si vous voulez, de ce colloque, on m'a confié, au moment où le rapport est sorti, la responsabilité d'un volume collectif édité au Seuil dans la collection Le genre humain. Donc je vais vous le montrer, et donc les auteurs rwandais donc ont reçu, alors je vais vous le montrer mieux, parce que il y a effectivement, vous voyez, donc ma direction, mais ce qui est très important, c'est la préface du professeur Sengimana et la postface de la jeune chercheuse, donc docteur de l'Université libre de Bruxelles, Liberata Gaongayire. En fait, ce volume, pour nous, est très important parce que, d'abord, il poursuit le travail de la recherche, il montre bien qu'on continue. C'est un travail collectif. Le travail collectif, vous le savez bien, c'est jamais facile parce que tout le monde a des personnalités, des compétences, donc il faut travailler ensemble, mettre tout le monde un peu, voilà, dans la même, pas dans la même direction, mais dans le même mouvement. Mais au final, lorsqu'un savoir est attesté collectivement, il a quand même beaucoup plus de force qu'un savoir individuel, même si des recherches individuelles sont très importantes. Je veux dire, là, je ne mets pas du tout en cause cela. Mais vous voyez la force du collectif. Et quand on a du collectif, en plus international, en plus entre la France et le Rwanda, qui étaient deux pays qui, pendant près de 30 ans, je veux dire, étaient en situation de guerre froide ou de rupture diplomatique, parce que la France continuait à agresser à la fois le Rwanda et la vérité historique, on peut se féliciter de ce qui se passe, qui est très important. Voilà, on souhaite continuer. En tout cas, un pas significatif a été atteint depuis bientôt 2 ans grâce aux efforts des deux présidents, le président rwandais Paul Kagame et le président français Emmanuel Macron. Également, grâce aux travaux des différents historiens, aussi autant français que vous avez conduits, et des historiens rwandais, ainsi que les membres de la société civile, de la presse, pour faire évoluer cette relation entre les deux pays. Nous vous remercions beaucoup, professeur Vincent Duclercq. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes donc historien, enseignant, chercheur, agrégé d'histoire, et que vous avez donc conduit ce rapport qui porte par ailleurs votre nom, le rapport qui revient donc sur cette relation entre le Rwanda et la France. Nous vous remercions beaucoup d'avoir répondu à notre invitation.